Alors bonsoir à tous, merci de votre présence, merci à nos fidèles qui sont là, merci à ceux qui nous rejoignent, merci évidemment à Magda Danis qui nous confie sa galerie donc pour ce Vidéo Forever, le 40e effectivement, c'est étonnant, moi-même j'ai pas l'impression d'avoir fait une quarantaine de Vidéo Forever, mais bon, le fait est. Alors je parlerai en effet du livre de Barbara Polla, donc à la fin de cette présentation, hein, le nouveau féminisme, donc combat et rêve de l'ère post, alors on dit Weinstein, hein, je pense en anglais, donc Weinstein, qui a été publié chez Odile Jacob et qui sort ces jours-ci. Alors je le ferai avec d'autant plus de plaisir que j'ai vu ce livre se construire et à chaque étape de la rédaction, Barbara Polla m'a fait l'honneur de me demander mon avis et voilà, donc j'ai vu ce livre se faire et c'est quelque chose de toujours passionnant d'être à l'intérieur dans le chaudron d'une pensée. Alors on va parler des féminismes, ce soir au pluriel, féminisme, et d'abord je me suis dit, tiens, si on allait regarder le dictionnaire, hein, le sens de ce mot, donc dans ma petite et courte introduction. Alors, il y a une infinité de dictionnaires, mais je me suis tenu à notre éminent Larousse français, qui donne 3 thèmes, 3 définitions. Alors d'abord, le féminisme, c'est un mouvement militant pour l'amélioration et l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société. Bon, très bien. C'est aussi l'attitude de quelqu'un qui vise à étendre ce rôle et ces droits des femmes. Bon, on peut parler d'un féminisme actif, très bien aussi. Et puis, alors là, c'est plus intéressant, le féminisme, c'est aussi la qualification d'un individu du sexe masculin, présentant des caractères de féminité, plus ou moins marqués. Alors la parenthèse, développement des seins et des hanches. Bon, voilà, je suis très féministe. Absence de barbe, très féministe. Finesse de la peau, très féministe aussi. Bon. Et alors, il y a une parenthèse avec des crochets. Larousse nous dit, on attribue cet état à l'absence ou à l'insuffisance des sécrétions internes testiculaires. Bon, fermez le crochet et fermez la parenthèse. Bien. Alors, si on rapporte ces différents éléments de définition à l'histoire du féminisme, comme vous savez, c'est une histoire qui est très riche, qui est très ancienne aussi, puisque bon, elle remonte au moins à l'Antiquité, hein, pour ce qu'on en connaît. Bon, vous connaissez la pièce Lysistrata, par exemple, hein, la pièce d'Aristophane, où des femmes grecques font la grève du sexe, par exemple. Bon, les légendes comme les Amazones, par exemple, parlent de quelque chose qui est sans doute l'émergence d'un matriarcat très puissant, qui devait être extrêmement dérangeant pour certaines puissances patriarcales, hein, comme on le dit. Bon, donc c'est quelque chose d'ancien. Alors, si on rapporte ces définitions à l'histoire du féminisme, ben moi, je dis, on doit applaudir à l'esprit de synthèse, hein, à partir de ces définitions. Alors, non pas que le féminisme soit délicat à définir, et encore, bon, il n'existe en fait que sous la forme des féminismes, au pluriel. Bon. Et si je reprends le titre dont traite l'ouvrage très documenté de Barbara Polla, le nouveau féminisme, justement, alors je le mets entre guillemets. Bon, vous savez, il faut se méfier des choses nouvelles, les nouveaux philosophes, dans les années 70, enfin bon, c'est toujours comme ça, mais bon. En tout cas, là, ce nouveau féminisme montre, le livre, en tout cas, le montre avec clarté, aujourd'hui plus encore qu'hier, aujourd'hui, c'est-à-dire après l'affaire, donc, Weinstein aux États-Unis et sa conséquence médiatique la plus visible qui a été le mouvement MeToo, hein, qui a libéré la parole des femmes. Donc, il y a une multiplicité de féminismes. Vraiment, hein, même bien plus que j'imaginais avant de lire ce livre. C'est une découverte pour moi. Bon, on a des féminismes essentialistes, naturistes, on en a des communautaires, on en a des transgenres, on en a qui sont préoccupés du care, on en a qui sont lesbiens. Hein, je mets 3 petits points dans une liste fournie de positions qui sont toutes fondées. Hein, au demeurant, elles sont toutes fondées sous l'espèce de ce qu'on pourrait appeler une nébuleuse et non pas un mouvement homogène qui serait mu par un engagement féministe, lui aussi homogène. Alors évidemment, tous les féminismes sont politiques, mais s'ils sont tous politiques, il est patent qu'ils ne militent pas tous pour la même politique en faveur des femmes. C'est là que ça devient très complexe, bien sûr. Bon, les spécialistes de la question, d'ailleurs, le savent bien mieux que moi. Tout comme il existe des féminismes émancipateurs, et on le voit bien aujourd'hui, il en existe d'autres, à l'inverse, libéraux d'esprit, au point de considérer que le seul féminisme valide est celui que décide la femme, dont décide la femme. Souhaiterait-elle se soumettre aux hommes, par exemple? Souhaiterait-elle porter la burqa, par exemple? Souhaiterait-elle réfréner toute pulsion d'émancipation
féminine, par exemple, en se refusant à crever le plafond de verre. Bon. Donc on a un champ extrêmement ouvert des féminismes, qui évidemment n'empêche pas, Dieu merci, l'accroissement ponctuel du pouvoir des femmes. Bon, c'est une évidence. Hein. Moi j'ai grandi, j'étais un tout petit enfant, j'ai grandi à l'ombre du MLF, du Mouvement de Libération des Femmes, qui était un mouvement essentiellement lesbien et très très anti-masculin, hein, anti-masculiste. Bon, franchement, on voit que depuis, les choses ont beaucoup changé. Le pouvoir des femmes s'est incontestablement accru dans de très fortes proportions, et c'est très très bien. Alors, cet accroissement ponctuel des femmes donc est constaté, même s'il est encore sans doute trop limité. Alors, j'ai noté quand même, en me tenant à la seule actualité, pour le meilleur, qu'il existe dans le cadre des prochaines élections européennes, donc nous irons voter dans 12 jours, une liste féministe qui s'appelle À voix égales, qui milite entre autres pour la parité homme-femme, hein, dans tous les domaines. Liste citoyenne et féministe qui est menée par Nathalie Tomasini. Donc ce nom peut-être ne vous dit pas grand-chose, mais c'est l'ancienne avocate de Jacqueline Sauvage. Vous vous rappelez peut-être l'affaire Sauvage, cette femme qui avait tué son mari consécutivement à des décennies de violences domestiques exercées contre elle, et qui a finalement été quasiment... elle a été graciée par le président Macron, mais elle a été punie assez légèrement par la justice. Et j'ai noté aussi, je l'ai appris hier, et vous aussi sans doute, que pour la première fois dans l'histoire de la NASA, l'agence spatiale aéronautique américaine, 3 des 4 pôles scientifiques, actuellement, en ce joli mois de mai 2019, sont désormais dirigés par des femmes. C'est quand même étonnant, hein, c'est quand même quelque chose d'étonnant si on considère que le monde de la technique, par définition, est plutôt un monde masculin. Vous savez qu'on pense que les femmes n'auraient inventé qu'une seule machine, hein, dans toute l'histoire du machinisme. Hein, bon, voilà. Donc, alors, s'agissant de la prochaine cohorte des astronautes, qui plus est, il y aura 12 astronautes, dont 5 femmes. C'est pas mal, hein, quand même. Voilà. Alors, saluons enfin, parce qu'il est de plus en plus à la marge, et là j'insiste, ce féminisme qui autorise qu'une session de projection et d'analyse d'images, témoignant de ce qu'est le féminisme contemporain, soit présentée par un homme. Hein, comme ce sera en large cas le cas ce soir, bon, non, ce sera même totalement le cas. Ce qui, je n'en doute pas, paraîtra intolérable, non sans raison ni logique, à certaines féministes, parce qu'il y en a évidemment ici parmi vous. Alors, je n'ignore évidemment pas le pouvoir du locuteur, qui a parlé pour quelqu'un, une personne ou une idée, en confisque peu ou prou à son profit et à son compte une large part symbolique, même si, au demeurant, ce locuteur ne souhaiterait pas être magistral ou dominant. J'insiste sur ce point parce qu'on a vu récemment se poser dans le domaine culturel, et d'ailleurs ça continue à être posé, c'est un vrai problème, la question cruciale du droit à la parole, hein, qui est un droit plus que jamais propriétarisé, entre guillemets, et qui fait pour certaines et certains que seuls, par exemple, ne soyez pas choqués, mais j'ai remarqué ça, seuls les Noirs, par exemple, sont habilités à parler de l'esclavage, bon. Seuls les décolonisés habilités à parler de la décolonisation, seuls les prostituées de ce qu'est la prostitution, seuls les musulmans de ce qu'est l'islam, par exemple, seuls les juifs de la politique de l'État d'Israël et de la légitimité ou non du sionisme, seuls les animalistes de la vie des animaux, et last but not least, seule une femme, s'agissant de l'évocation de la question du statut féminin. Voilà, hein, donc vous avez vu tous ces problèmes multiculti qui reviennent comme un boomerang en ce moment, qui nous viennent du politiquement correct américain. On ne pensait pas que ça reviendrait si fort, mais il y a eu de très nombreux exemples récemment. Le dernier en date, prenant encore au cœur de l'Assemblée nationale la polémique sur un tableau d'Hervé Di Rosa, vous avez peut-être entendu parler, qui est là depuis une dizaine d'années, qui célébrait l'émancipation, l'abolition de l'esclavage en 1794, et dont 2 députés ont demandé qu'il soit enlevé parce que la manière dont les Noirs y sont représentés, donc ne soyez pas offusqués, il n'y a aucun racisme dans mon propos, pour ces personnes est offensante. Voilà, elle est offensante parce qu'ils ont des grosses lèvres, par exemple, bon, je ne sais pas. Bon. Alors je dis donc merci pour cette ouverture d'esprit, dont je vais essayer de ne pas trop profiter, promis, même si je cumule pour l'occasion toutes les tares a priori, mâles, hein, donc héritier de la culture patriarcale, hétérosexuel et blanc. Donc ce qu'on pourrait appeler un repoussoir, voire une anomalie, hein, bien évidemment. Bon, voilà, donc ne me frappez pas s'il vous plaît. Alors on va lancer ce Vidéo Forever, et on va commencer,
On s'est mis d'accord avec Nicolas Chinadouchian, donc je remercie, qui a fait le montage. Voilà, on va baisser un petit peu le son parce qu'on n'a pas vraiment besoin du son ici. Donc, Barbara Paula et moi, on a essayé de commencer cette question des féminismes par ce qui est le grand problème du féminisme, au fond, c'est l'affirmation du féminin. Hein, c'est-à-dire qu'on ne parlera plus de féminisme, au fond, quand il ne sera plus question de faire valoir le droit des femmes, puisque ce droit sera acquis. Mais en attendant, le fait est que l'affirmation est nécessaire. Alors, on a commencé avec une vidéo d'une jeune artiste marocaine qui s'appelle Média Sebani, donc qui vit à Tétouan, donc au Maroc, qui a fait ses études, que nous ne connaissions pas d'ailleurs, et qui nous a été, je ne dirais pas présentée, mais qui nous a été donc mise en valeur par Mounir Fatmi, qui est un artiste de nos amis, avec lequel nous travaillons de temps en temps. Cette artiste, Média Sebani, comme vous le voyez ici, est une performeuse, entre autres, elle est aussi une artiste plasticienne plus conventionnelle, mais depuis 2015, notamment, depuis sa sortie de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan, eh bien, elle travaille à produire des performances souvent très minimalistes, soit qui sont inspirées par des gestes du quotidien et de l'intimité, soit qui vont mettre en avant quelque chose qui l'intéresse beaucoup et qui est tout à fait passionnant, c'est la question de l'autorité. La question de l'autorité, l'autorité du sujet, l'autorité en particulier du sujet dans un espace social. Alors, cette performance est intéressante, vous voyez, elle est extrêmement simple. L'artiste s'assoit donc dans Tétouan, on est ici au Maroc, hein, c'était il y a quelques mois de cela. Elle ferme les yeux, elle prend la position, la position du lotus, hein, par exemple, et elle ne bouge plus. Alors, d'autres artistes ont fait déjà ce travail, je pense à Kim Soo-hyun, vous vous rappelez peut-être de cette œuvre qui s'appelle A Needle Woman, La femme épingle, hein, où Kim Soo-hyun, artiste coréenne, dans de multiples grandes capitales de grandes métropoles du monde contemporain, se plante comme ça au milieu des gens sans bouger. Et donc, évidemment, ceci produit assez rapidement le même effet que vous avez ici, à savoir l'interrogation, que fait cette personne, soit debout, Kim Soo-hyun, soit assise, hein, ici, concernant cette artiste marocaine. Qu'est-ce que fait ici, donc, Média Sebani, donc interrogation, affirmation de la présence, et puis affirmation de la présence d'autant plus forte que, comme vous le voyez, l'artiste crée une sorte de bulle, elle ferme les yeux, elle s'enferme dans un moment de méditation qui est un moment d'arrachement au monde, ce qui n'empêche évidemment pas le monde de continuer à fonctionner. C'est ce que montraient très bien les œuvres A Needle Woman de Soo-hyun Kim ou Kim Soo-hyun, et c'est ce qu'on voit ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est la chute. Ici, c'est la chute de cette vidéo, vous allez voir, c'est quelque chose de tout à fait troublant pour une jeune artiste qui considère que si elle a épousé le champ de l'art, c'est parce que l'art n'a pas de limite. Et je pense qu'elle a raison, enfin, sauf peut-être les limites que nous lui donnons, que nous, artistes, enfin créateurs, nous lui donnons, ce qu'on appelle l'autocensure, hein, qui est un problème, bien sûr, à prendre en compte. Donc on voit ici comment cette idée de la liberté, quelque chose qui lui tient très fort à cœur, liberté de s'affirmer en tant que femme dans un pays, évidemment, où la position des femmes, malgré quelques avancées du droit, et en dépit de la coutume qui reste très puissamment, on pourrait dire, phallocratique, hein, au Maroc, eh bien, le statut des femmes reste un statut, évidemment, problématique, hein, de soumission, bien souvent, voire d'auto-soumission, puisque un grand nombre de femmes dans cette civilisation marocaine acceptent aussi cette condition, bon, pour des raisons qui sont les leurs, sur lesquelles je n'ai pas apporté de jugement, d'ailleurs. Voilà. Donc on voit cette manière assez forte de profiter de l'espace public, hein, comme un espace de la confrontation du sujet avec le corps social, confrontation directe, et là du sujet féminin, donc tel que vous le voyez ici, faisant jouer l'affirmation à travers d'une extraordinaire puissance d'arrachement, voilà, et qui produit cette chute tout à fait inattendue, vous voyez, très douce, fraternelle, presque paternelle d'ailleurs, hein, on voit cet homme relativement âgé qui vient et qui prend donc qui prend cette jeune femme et qui finalement la remet dans la vie sociale en lui prenant la main.
Alors, une artiste qu'on montre assez souvent, ce n'est pas qu'on veut donc vous montrer de nouveau Jeannette Biggs, c'est pas la question, mais c'est une artiste qui a tellement travaillé sur la figure des femmes, sur la question de l'affirmation du féminin, que bon, il était d'une certaine manière presque obligatoire pour nous de citer son travail, et un travail récent, donc qu'elle a consacré à une femme très ordinaire, vous voyez, qui travaille dans un domaine qui n'est pas a priori et d'abord donc féminin. Donc il s'agit de ces lieux dans le nord américain où on exploite ces fameux charbons non conventionnels, ces schistes bitumineux, vous savez, qui sont l'objet de très grandes convoitises et qui produisent d'ailleurs une très grande pollution du fait d'une extraction assez complexe et coûteuse, donc sur le plan environnemental. Donc ici, un simple portrait de femme avec une position, comme vous allez le voir, à la limite de l'héroïsation par un travail, on pourrait dire, non attendu d'une femme, mais également à la limite de la normalisation aussi, c'est-à-dire il y a un jeu tout le temps entre le héros que représente cette femme et donc le caractère très normal, au fond, très normé de sa réalité sociale. C'est quelqu'un qui travaille. Voilà, ben, elle est affectée dans une mine, hein, comme bien d'autres personnes, des milliers de personnes le sont. Réfléchir parce que, au fond, il est clair que même mon propos est victime d'un préjugé. Et quel est ce préjugé? C'est le préjugé qui fait que on pense qu'une femme n'a pas forcément à se trouver là. C'est-à-dire que ce n'est pas d'abord la place d'une femme. Bon, et mon point de vue est évidemment tout à fait contestable. Je me souviens comment ce préjugé que j'ai là, que j'ai toujours d'ailleurs en moi malheureusement, ce qui prouve que le masculisme et le féminisme sont aussi des conditionnements, hein, incontestablement. Ce préjugé avait été ébranlé, je me rappelle, il y a très longtemps, j'étais très jeune, j'ai eu l'occasion d'aller, c'est un pays qui a disparu, qui s'appelait l'Union soviétique, l'URSS, et j'ai très frappé de voir qu'un très grand nombre de travaux, notamment des travaux qui n'étaient faits que par des hommes dans le monde occidental, étaient faits par des femmes. Et au fond, la réponse des soviétiques était simple, ils disaient « Ah bon, mais pourquoi ? Parce qu'il faudrait qu'il y ait une détermination genrée au travail. Bon, voilà, si une femme veut être médecin, elle peut l'être, elle est médecin. Si elle veut conduire un camion poubelle, elle conduit un camion poubelle. Et voilà, il n'y a rien à dire sur la question. » Alors, autre travail, toujours sur l'affirmation de la femme, un travail d'une artiste qu'on a croisée ici. Je vais laisser parler Meira, c'est une œuvre de Yapsi Ramos, et c'est une femme de Barcelone. Elle fait des portraits de femmes ici, de femmes puissantes, hein. Et en voici une. Voilà. Voilà, une bite molle, voilà, ça court sur vous comme un petit serpent, mais pas une vraie bite dure, vous voyez, voilà. Donc, voilà. Pero una polla no. Cuando se te arrima una polla, que te meten ese pollazo para allá. Eso es lo que siente. Energía. Energía positiva. Calor. Calor humano. Mejor quedarse con lo que uno tiene. Que más vale malo conocido que bueno por conocer. Yo me quedo con lo que tengo, que bastante bueno es. Cada día lo riego, cada día le pongo su abonito, un poquito de abono, un poquito de esto, un poquito de lo otro, y cuando lo pillo, ahí se queda muerto. Le doy un menión con este culo que se queda frito. Ay, Dios mío. Si no fuera por esos ratos uno... Je me permets juste, vous pouvez lire les commentaires, mais vous voyez, c'est très intéressant, cette liberté de ton, au fond, cette normalisation vraiment du statut du féminin, et la possibilité de parler très librement du sexe,
selon un mode du discours qui est souvent affecté aux hommes, hein, la manière dont les hommes peuvent parler du sexe, de leur relation avec les femmes de façon très ouverte, très crue. Et on voit qu'au fond, on a ici, avec cette Barcelonaise, cette charmante Maïra, exactement le même propos. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est ce qui, chez les hommes, est perçu comme naturel, va produire ce sentiment qu'on a, qui est prénormé, qui est conditionné de la folle, de la nymphomane, de l'excité, vous voyez, de quelque chose d'absolument anormal, hein, d'une certaine façon, selon ce que devrait être la représentation d'une femme parlant du sexe. Bon. Alors, on va voir beaucoup de choses sur le sexe, et c'est très intéressant ce soir, et on va voir notamment toutes ces nouvelles approches de la sexualité féminine par les femmes elles-mêmes, et qui constituent une réelle mise à niveau, si je puis dire, et un constat de parité absolument indéniable. Ce rire est magnifique. Certains diront ça peut expliquer la peur que certains hommes ont des femmes, peut-être, je ne sais pas. Voilà, c'est une simple supposition. Voilà, l'affirmation. Bon, vous voyez, l'affirmation des femmes. Et puis, cette affirmation qui passe évidemment par le fait d'occuper le monde, de vouloir l'occuper, de vouloir s'y occuper, de vouloir y produire une énergie. Donc, et puis également par la parole, bien sûr, hein, la liberté de parole. Je crois que la première manière de crever le plafond de verre, dans le cadre du féminisme, c'est justement l'appropriation de la parole, hein, c'est-à-dire faire en sorte que cette parole des femmes, finalement, puisse s'exprimer librement. Alors, une œuvre très intéressante ici, donc de Véronique Caille, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Elle devait venir, mais elle viendra tout à l'heure. Alors, pour l'instant, c'est silencieux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit de 52 vidéos, alors vous n'en verrez que quelques-unes, d'une minute, chaque fois, d'une femme qu'elle place devant sa caméra. Bon, alors, c'est une artiste plasticienne, vidéaste surtout, qui travaille dans le cadre d'un laboratoire, qui est le laboratoire Victor Vérité, qui est à Paris, dans le 20e arrondissement, espace d'expérimentation, je lis, ayant pour mission de favoriser la rencontre de différentes disciplines artistiques. Alors, Véronique Caille est une jeune vidéaste qui a énormément travaillé, notamment à faire valoir les formes d'énoncé, les régimes de visibilité du féminisme contemporain, et moins contemporain. Elle a travaillé sur Anaïs Nin, par exemple. Elle avait fait, à partir du célèbre journal d'Anaïs Nin, qui était la compagne d'Henry Miller, comme vous savez, donc avec Alexandrine Serre, donc une adaptation qui s'appelait Hors du labyrinthe. Et je voudrais citer ce qu'elle dit. On lui pose la question, quel est le labyrinthe auquel se réfère le titre de votre spectacle? Et donc, elle répond, donc Véronique Caille répond, dans le recueil publié sous le titre « Est une femme », Anaïs Nin insiste sur la nécessité pour chaque femme de créer un modèle individuel et non un modèle qui vaudrait pour toutes les femmes. Plutôt qu'un portrait, donc ce spectacle, à partir d'Anaïs Nin, est un prolongement aujourd'hui de cette réflexion. Le titre renvoie donc au labyrinthe intime de la pensée de chaque femme, et particulièrement à la relation qui nous unit toutes à un érotisme des sens, de la création, un érotisme de la vie, jusque dans la mort. Hein, bon, on va retrouver ça tout à l'heure chez Guillaume de Sarthe qui est avec nous. C'est une formule qui vient de Georges Bataille dans son fameux texte, l'érotisme, comme vous le savez. Voilà. Donc récemment, elle a fait quelque chose à l'Institut du monde arabe aussi, une sorte de vidéo-installation qui s'appelait la Vera Icona. Donc tout un travail sur l'apparition de l'image, de la véritable icône. Alors que sont ces
essais, en quelque sorte, eh bien, il s'agit pour elles de filmer des femmes auxquelles est demandé de prendre une attitude, que ça très très personnelle devant la caméra, et cela va servir à alimenter le clip, donc le clip d'une de ses amies, d'une chanteuse, dont vous allez voir tout à l'heure le clip. Hein. On l'a en entier, je pense. Hein, voilà. Donc c'est une chanson à la gloire des femmes. Vous verrez, une chanson féministe très, évidemment, très extrêmement engagée. Voilà. Donc tout ceci est réintégré ensuite dans le clip. Voilà, alors normalement Véronique Caille aurait dû parler de son travail, non pas que je n'ai pas préparé, mais je m'étais dit je lui laisserai évidemment la parole, ça va de soi, elle l'aurait fait bien mieux que moi. Donc vous voyez cette question du portrait, de l'image, on pourrait dire de la libre appropriation par ces femmes du champ visuel, ce qui est une donnée importante. Hein. Le pouvoir, c'est aussi le pouvoir de prendre l'espace du champ visuel pour soi, donc pour y faire valoir des gestes qui sont les nôtres. Et ici, vous voyez la dimension très fortement genrée, hein, entre guillemets, de cette création, essentiellement. Voilà, donc voilà, la fameuse Estelle qui va chanter maintenant la chanson et le clip. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent vivre, je vis, je vis. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent jouir, je jouis, je jouis. Tout sorti d'un ventre d'un sexe de femme, tout sorti d'un utérus de dame. Nous sommes vos mères, vos sœurs, vos femmes, inayant complément d'âme. Ras-le-bol d'avorter, que des filles, ras-le-bol de cacher ses chevilles. Nous naissons toutes nues et belles, ras-le-bol de croquer la pomme, on sort pas d'une putain de côte de l'homme. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent vivre, je vis, je vis. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent jouir, je jouis, je jouis. Nous sommes femmes. Les femmes, nous sommes soupirs. Nous sommes l'avenir de fleurs et d'herbes coupées, de fruits violents. Nous sommes robes blanches, sensuelles et anges, des telluriques, des porteuses d'eau, des magiciennes, des allumées, des guérisseuses, des accoucheuses, des lunes rouges de la fertilité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes femmes, les femmes, nous sommes soupirs. Nous sommes l'avenir de fleurs et d'herbes coupées, de fruits violents. Nous sommes robes blanches, sensuelles et anges, des telluriques, des porteuses d'eau, des magiciennes, des allumées, des guérisseuses, des accoucheuses, des lunes rouges de la fertilité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Pour toutes
mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer. J'aime pour tous ces corps qui ne peuvent danser. Je danse pour tous ces corps qui ne peuvent vivre. Je vis pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier. Je crie pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer. J'aime pour tous ces corps qui ne peuvent danser. Je danse pour juste une précision, on doit remercier Véronica parce que cette œuvre est très récente et le clip donc d'Estelle Meyer de cette chanson pour toutes mes sœurs donc n'a que quelques jours. Voilà, donc d'une certaine manière, bon, il est sur YouTube déjà, mais vous le voyez un petit peu en exclusivité. Alors, ce qui est intéressant, on arrive pour parler du centre Pompadour, mais imaginez que les hommes n'ont jamais eu à faire ça. Je n'ai jamais vu, moi, un clip masculin voilà, de quelqu'un qui voilà, chante « Nous sommes les hommes » en les faisant défiler. Alors, ici, je vais me taire. Non, je pense qu'on peut y aller, on va comprendre assez vite. Très rapidement, vous pouvez lire. Il s'agit de rendre hommage au travail de Michaela Spiegel, artiste autrichienne vivant près d'Abbeville, ici présente avec nous, donc je remercie Michaela d'être là, qui a créé il y a quelques années près d'Abbeville, dans le nord, en Picardie, le Centre Pompadour. Le Centre Pompadour, qui est une des 2 résidences au monde consacrées au genre. Hein, la question du genre, il y en a une en Europe, c'est la sienne, qui a été primée d'ailleurs récemment. Résidents hommes et femmes, à condition de ne travailler que sur le genre. Hein, c'est comme ça. Donc c'est un lieu qui devient de plus en plus important. Et vous avez là, on vous a montré la parole de quelques-unes des résidentes ici, donc, qui disent que tout l'intérêt qu'il y a à justement à ce que ce centre Pompadour existe. What I think of as feminist thinking was just really amazing to me. C'est vrai que j'étais très intéressée par le lieu parce que j'aimais bien cette idée d'avoir un lieu qui correspond quand même à une certaine époque et à une certaine classe et à quelque chose qui est quand même assez patriarcal, d'avoir cette grande maison dans laquelle a vécu sans doute une famille, où il y avait quelque chose de sans doute très dominateur comme ça, et j'aimais bien le fait de pervertir un peu ça à travers toi, ce que tu en as fait, ton travail, et aussi à travers toutes les résidentes qui viennent et qui à leur manière hantent en quelque sorte cet espace et transforment son énergie en font quelque chose qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus révolutionnaire en quelque sorte. You know, it's so much space and it's so big, and I think taking up space has always been so masculine historically, and feminism needs like physical space. It needs more powerhouses of feminism that a collective is putting energy into and taking energy from. It immediately felt like a really kind of welcoming space that was like, it was about women making things and questioning and having conversations, but it also wasn't too overly academic or kind of prescriptive about what feminism might be. I think. I mean, it definitely like, yeah, the library and all that stuff, but it felt like a place I could come and like learn and have discussions and dialogue, rather than, yeah. Why we need feminism is we have to create opportunities for ourselves, and I feel really inspired being in this house, you know, and like I think it's very brave to turn buy a house and turn it upside down and create a female residency, a feminine residency, and kind of shows that anything is possible. But yeah, we came here obviously to because we live in different cities and we need to develop this project, but also to get away from the city. And also the beautiful thing about this place is that it's just women, which is really lovely, and I've never had that experience before. Coming to a place and it just having this really feminine vibe, and to just be surrounded by other female artists
even though I was going to say, even though I love men as well, but I mean, it's nice it's just really lovely just to have like this retreat and this relaxing, to see how spaces are used differently as well, and without men here. Vous voyez ici, c'est très intéressant cette question de la restitution de la parole, hein, de l'espace de parole, par quelqu'un, donc Michaela Schwigel, qui est une artiste et non des moindres, avec un travail très personnel, mais aussi qui se caractérise par une très grande générosité, hein, qui consiste à mettre à la disposition, donc, en l'occurrence ces femmes, mais aussi ces hommes qui travaillent sur le genre, un espace de parole. Alors on a vu comment le féminisme, en tant que combat, peut se déterminer comme une autorité, une affirmation donc sur le sol, d'une part, d'autre part, une capacité à engendrer des images spécifiques, à occuper le champ des images, et également la capacité à restituer une liberté de parole, un espace de parole, comme c'est le cas au Centre Pompadour. Donc ce sont des lieux tout à fait intéressants qui évidemment font hurler certains commentateurs qui se disent, mais au fond, qu'est-ce que c'est que cette société dans laquelle, où finalement, on ne pourrait voir le monde qu'en fonction du genre, en fonction du sexe, et évidemment en le partitionnant entre le masculin, en l'occurrence ici, et le féminin. Bon, ce sont les problèmes, évidemment, de ce conflit, hein, évidemment, très important. Alors, une œuvre qu'il va falloir écouter, parce que si on ne l'écoute pas, on ne la comprend pas, Bimbo, de Guillaume de Sarthe, qui est parmi nous ici. Voilà, je vous expliquerai tout à l'heure rapidement. Sur la bimbo. A bimbo has chosen a career as a sex object. They are akin to American geishas because, contrary to what people think, it takes tremendous effort to be a good bimbo. Being a bimbo requires much in terms of attitude, skills, and appearance. Unlike submissives or even many pets and toys, bimbos modify themselves and present themselves as sex objects in ways that cannot be hidden. Almost all bimbos have very large boob jobs, but also often piercings, tongue, nipples, pussy, and lip procedures to make their lips fuller. Their lips look more like pussies. They are very careful with their appearance and invest a lot of time in grooming. Bimbos always have bold pussies. Their fingers and toes are always perfectly polished and a bit long. Their makeup is well done. They're well turned out, with fashionable, somewhat sexy but not always garish, attire including skirts and heels, but rarely pants. In bed, a bimbo has learned and has been trained. She has made an effort to be great at everything her man likes. Bimbos are skilled cocksuckers and know how to deep throat. Bimbos have very loose, fuckable assholes, which are like second pussies. Bimbos pose for sex photos for their man if it pleases him, because their dignity is less important than his satisfaction. Even bimbos' voices and conversational attitudes are modulated to seem submissive and fun. Bimbos may be clever, but they're not intellectual. She will typically have a poor memory and be bad at math. Bimbos, focusing on their appearance and on their man's sexual pleasure, will almost always over time develop weak memories, a weak knowledge of current affairs, and very limited capacity at math. A good bimbo is conversational, though, and fun, but light. A good bimbo, with her very large breasts, perfect nails, a fashionable ensemble, including high heels and implied sexual skills, is a point of great pride and something of a status symbol for her man. As soon as people see her, they know that he is appealing enough
to have a person turn herself into a bimbo primarily to improve his orgasms. This requires some sacrifice on her part, because she cannot be perceived simultaneously as a bimbo and as a credible voir la vidéo suivante, mais quelques mots. D'abord, bon, merci à Guillaume de Sarthe d'être parmi nous. Je vais présenter donc Guillaume de Sarthe, qui est un romancier surtout, essayiste, photographe, vidéaste, commissaire d'exposition, énormément d'activités, beaucoup de prix pour ses romans. Donc des romans souvent, on pourrait dire, aspirés par la question d'un spiritualisme souffreteux qui se passe dans les milieux de l'Église, par exemple, ou des humanistes, mais connectés avec la pensée de Georges Bataille, de Georges Bataille de l'érotisme. Voilà. Alors, bon, je ne peux pas présenter Guillaume de Sarthe au prorata de tout ce qu'il a fait, parce qu'il a une énergie considérable, un peu effrayante d'ailleurs. Je me demande comment on peut faire autant de choses. Voilà, et aussi bien, mais cette œuvre Bimbo est intéressante. Elle a été filmée donc par lui avec une de ses amies qui est une artiste, et le texte n'est pas un texte qu'il a écrit sur ce qu'est la bimbo, mais il s'agit de recommandations qu'on peut trouver sur une sorte de vadémécum, comment être une bonne bimbo. Voilà, donc comment il faut s'habiller, comment il faut se comporter, comment il faut se sursexualiser d'une certaine façon, et surtout comment il faut jouer l'objet sexuel, comment il faut incarner le plus possible la soumission, l'indifférence au fond à tout ce qui n'est pas le plaisir, tout ce qui n'est pas autre que le plaisir de l'homme. Alors, si nous avons mis l'œuvre suivante donc de Götze Mimiko Türkan, qui est avec nous et qui filme cette soirée, puisqu'elle en fait un travail artistique, eh bien, c'est parce qu'on a la même chose. On va voir les images. Et je commenterai de temps en temps, parce que cette fois le commentaire est moins... enfin, il est très répétitif, et je vais le signifier. £1,200 per week. Excellent working conditions. Please send me your CV with photos today. No sexual service offered. Beautiful model master system at £1,200 per week. Excellent working conditions. Please send me your CV with photos today. No sexual service offered. Because it's something that I've always wanted to do. I see for sure. Never give you a chance because they think you took the easy way out. Voilà, donc il s'agit ici, vous le voyez, d'un collage de différents documents, des extraits de films, etc., sous l'intitulé d'une œuvre à travers que cet artiste continue sous le vocable pay here. Bon voilà, donc ici on paye. Et donc il s'agit d'un propos réellement féministe qui attaque la manière dont une certaine vision très patriarcale et très infériorisée de la femme fait de celle-ci évidemment un pur objet de plaisir, avec des stratégies très particulières, à la fois grotesques mais grossières, mais aussi très très sophistiquées d'une certaine façon pour faire circuler cette question de la domination masculine ici, et finalement de la réduction du féminin au statut d'objet de plaisir, de corps-objet. Donc on a ce collage qui est très intéressant parce que il est ponctué de... Alors nous n'avons qu'un extrait ici, évidemment. Il est ponctué de commentaires, par exemple, de féministes. On voit à un moment donné Simone de Beauvoir, par exemple, en anglais, nous expliquer ce qu'est la question de la soumission chez les femmes, le submission. Le terme revient sans cesse. Ce qu'on voit également, c'est toute cette stratégie, on pourrait dire féminine, très ambivalente, notamment des cheerleaders, du gossip, le commérage, toutes ces séries des reality shows, où finalement un très grand nombre de femmes, de jeunes femmes, acceptent de jouer un rôle, souvent pour de l'argent, d'une façon quasi prostitutionnelle, sans être dupes, mais en accroissant quand même, on pourrait dire, l'image de la femme comme un objet sexuel. Bon, ce qui pose bien sûr un problème. Self-empowerment while dressing like they just stepped out
All men, the government, and the national economy would collapse completely, even without leaving men. Women who are aware of the extent of their superiority to and power over men could acquire complete control over everything within a few weeks, could effect a total submission of males to females. The national economy would collapse completely, even without leaving men. Women who are aware of the extent of their superiority How is it that this world has always belonged to the men, and that things have begun to change effect a total submission of males to females? How is it that this world has always belonged to the men, and that things have begun to change only recently? Alors, il y a un problème ici, parce que, évidemment, c'est la question de l'ambivalence. On laisse Simone de Beauvoir. Toute cette question de l'ambivalence, ici, à savoir qu'est-ce qui est joué, qu'est-ce qui est de l'ordre, pour reprendre un terme sur lequel quelqu'un comme une théoricienne comme Judith Butler a beaucoup travaillé à partir de l'énoncé d'Austin, un linguiste, le performativisme, c'est-à-dire dire quelque chose, c'est la faire, d'une certaine façon, c'est l'incarner. Donc, c'est cette question de la performativité du corps, en quelque sorte. Et la question qu'on peut se poser ici, qui est très problématique, c'est est-ce que ces corps féminins qui performent leur propre soumission, qui la jouent incontestablement, est-ce que finalement, ils ne l'endossent pas aussi d'une certaine façon? Vous voyez, et toute la question est là, c'est ce constant jeu avec les apparences, le fait que finalement, parfois, pour dominer, il faut se soumettre. Vous voyez, c'est quelque chose de très, très particulier qui fait dire que souvent, le véritable pouvoir des femmes, y compris dans la soumission, c'est le fait qu'elles soient désirées. Hein, c'est une donnée qui ne plaît pas forcément à tous les féminismes. Hein, là, je renvoie aux études que Barbara Paula produit dans son dernier livre sur ces questions. Hein, cette question, comment jouer du désir féminin, comment jouer de la soumission et comment tourner cette soumission en une sorte de performativité du pouvoir réel. Hein, c'est ce véritable problème. Alors, un peu d'humour quand même pour alléger ces considérations féministes. Polygone, c'est une œuvre de Shelley Lake, qui est une artiste qui incarnerait aujourd'hui ce qu'on appelle la cyberféminity, hein, donc, ou le cyberféminisme. Il y a aussi un féminisme cyber, hein, qui se pose la question de qu'est-ce qu'est le corps de la femme à l'âge des technologies, hein, au-delà des biotechnologies, les technologies tout court. Alors, on vous a retrouvé ce petit joyau qui date de 1988, donc ça fait quand même un certain temps déjà, si vous savez compter, comme moi, et qui, au fond, imaginait ce que serait le futur donc d'un robot domestique. Et on voit comment Shelley Lake, qui est une très grande spécialiste de la création digitale, de l'imagerie numérique, hein, qui est diplômée de la Rhode Island School of Design, et qui a enseigné également au MIT à Boston, on voit comment finalement la figure du corps technologique domestique prend la figure de la femme, mais pas pour le meilleur, pour le pire, bien sûr, c'est-à-dire toutes les occupations domestiques, le cliché aussi de la maison, hein, de la femme comme étant l'être par définition de l'intérieur, là où l'homme, très ulycéen, lui, serait évidemment celui qui sort, celui qui s'en va. Alors c'est une sorte de curiosité, 1988, voilà comment on voit les robots domestiques du futur, toujours sous l'espèce de femmes serviables, de femmes qui sont à la fois des objets sexuels, mais aussi d'excellentes et infatigables ménagères. Hein. On fait quand même le dire ici. Alors l'esthétique est très inspirée si vous connaissez le ballet triadique d'Oskar Schlemmer, hein, qui est un chef-d'œuvre de la création du Bauhaus, hein, c'est vraiment presque un copier-coller du ballet triadique. Voilà, mais mis non pas au service d'une émancipation très poétique des corps, mais au service d'une aliénation totale, bien sûr,
à l'âge de la machine. Alors la déception un petit peu avec cet artiste Shelley Lake, si vous allez voir son travail d'aujourd'hui, c'est très curieux. C'est un travail de création d'images à l'ordinateur, mais uniquement sur des thèmes, des sortes de Vénus contemporaines, mais souvent biomorphiques, des robots féminins hyper sexualisés, qui quand même constituent de méchants clichés de la femme dominée, ou en tout cas d'une image de la femme réduite à, on pourrait dire, à l'apparence, à une apparence flatteuse, faite pour exciter les taureaux que nous, les hommes, nous restons, enfin encore quelques-uns d'entre nous peut-être. Voilà, alors, toujours dans la série de l'humour féminin, une artiste russe. Alors l'œuvre est silencieuse, qui s'appelle Julia Zastava, qui est d'abord peintre, elle se fait connaître à Paris, elle a exposé en 2011 avec des peintures, un univers très très curieux, un univers souvent une sorte d'inquiétante étrangeté, pour reprendre le terme freudien de la Unheimlichkeit chez Freud, mais rapporté au monde domestique. Aussi le monde uncanny, comme Barbara Polla nous l'avait rappelé dans un vidéo Forever qu'elle avait fait précédemment et auquel je n'étais jeté pas là malheureusement, où elle avait parlé de Julia Zastava. Alors c'est une chose assez curieuse, rien ne bouge à l'exception de ce petit feu et un petit peu cette dame à droite au premier plan. Et en fait, bon, si on connaît l'histoire, c'est plutôt drôle. L'histoire, c'est cette artiste que voici, elle est à gauche, donc rencontre chez elle sa belle-mère, sa future belle-mère, et voilà ce que ça lui inspire. Donc, voilà, elle s'installe sur une table en levrette, un peu vêtue d'une façon, bon, de manière à exciter le mâle, avec des habits plutôt appropriés, et donc ça ne suscite aucune réaction de la part de cette femme. Alors, le fait de connaître cette anecdote, au fond, n'est pas très, très important. Ce qui peut-être est plus terrifiant ici, ce serait une image de la femme, donc reliée à cette question de l'intériorité de la maison, de la possession, l'ange du foyer, mais un ange évidemment castrateur, puisque vous voyez que plus vous chargez l'intérieur, plus vous empêchez l'extérieur de rentrer dans l'intérieur. Donc il y a une dimension qui n'est pas matricielle, c'est pas un intérieur producteur, c'est vraiment une sorte de clôture, une forme d'emprisonnement, avec l'élision de la dimension sexuelle aventureuse du corps, fortement sexué, au profit de cette dimension, au fond, bourgeoise, anesthésiée d'un corps qui, au fond, se satisfait de n'être qu'un corps qui possède une maison. Voilà, donc c'est plutôt amusant. Alors, on va aborder maintenant la dernière œuvre, donc My Body, My Rules, donc mon corps, mes règles, si je puis dire, les règles que je me donne, un extrait d'un film qui dure donc 1 heure à peu près normalement, qui date de 2017, que l'on doit à Émilie Jouvet, donc, qui est une réalisatrice et photographe française, donc d'une quarantaine d'années, donc un petit peu plus, et qui s'est fait connaître depuis une vingtaine d'années par son engagement très fort dans le mouvement LGTB, notamment le mouvement lesbien, et qui a, dans un très grand nombre de travaux, parce qu'elle a fait un très très grand nombre de réalisations, a essayé de mettre en valeur ce qu'on pourrait appeler une sorte d'intimité totalement genrée, telle qu'elle serait donc vécue dans un univers, par exemple ici, qui est l'univers lesbien, c'est-à-dire de femmes qui n'aiment que d'autres femmes, en tout cas pour qui l'horizon de l'amour prend la forme d'un corps féminin avec ses attributs, selon le principe d'une identité et non pas évidemment d'une différence. Donc on laisse quelques images ici rouler, je parle de temps en temps, parfois je me tais, je vais essayer de me taire, mais je veux absolument présenter quand même ce travail qui va choquer peut-être les enfants, donc c'est là où il faut certains aspects difficiles, il faut donc leur demander de ne pas regarder, bien évidemment. Bon. Il y a énormément à dire sur cette œuvre qui bouscule complètement les représentations, notamment de l'érotisme lesbien, qui est souvent un érotisme fantasmé
bon, de manière conventionnelle pour le plaisir des hommes plus que pour celui des femmes. Et cela permet une entrée dans un imaginaire finalement presque inconcevable pour un spectateur, disons, de pornographie ou d'érotisme conventionnel, hein, donc que celui-là. Alors, des corps féminins qui peuvent être des corps ordinaires, qui peuvent être des corps blessés, des corps malades, qui peuvent être des corps souffrant de différentes choses, mais aussi de discrimination, hein, des corps de couleur, par exemple, ou non colorés, mais qui voudraient aller vers la couleur. Des corps surtout de désir. Vous allez voir, c'est quelque chose de très, très fort. L'expression ici d'un désir très, très inattendu, et pourtant très normal, très normatif. Alors, Émilie Jouvet donc, a réalisé son premier film en 2005, oui c'est ça, il y a une quinzaine d'années. C'est un premier long métrage pornographique, féministe, queer, lesbien et transgenre, hein, c'est le premier en France, qui a été remarqué, qui s'appelait One Night Stand, et qui, en tout cas, a été très remarqué par la génération lesbienne et queer, hein, queer c'est-à-dire... au départ, ça veut dire, c'est un terme qu'on utilise dans les années 70-80 pour dire que quelqu'un il est louche, il est bizarre, il est pas normal, et donc très souvent il est donc affecté à désigner des personnes dont le genre reste peu déterminable en fonction des critères conventionnels, les transgenres, bien évidemment, les travestis, etc. Bon, et donc ces gens, nommés ainsi négativement, péjorativement, vont retourner le terme, donc vont l'adopter et se dire, nous sommes les queers, nous sommes en effet les gens louches, etc. Mais nous existons, nous avons une identité sexuelle qui n'est pas du tout une identité anormale, ou entre d'autres identités, nous avons simplement cette identité-là, et il faut en tenir compte pour ce qu'elle est. Et donc, évidemment, ça donne des images tout à fait étonnantes, parce que, ici, Émilie Jouvet débarrasse complètement, on pourrait dire, la représentation du corps lesbien de ses désirs, de tous ces attendus, de tous ces présupposés, donc mentaux, liés à l'industrie, en particulier de la pornographie, bon, qui est une industrie essentiellement faite pour les hommes, même si on pense qu'aujourd'hui, enfin, il y a des statistiques très précises qui nous disent que, par exemple, la pornographie conventionnelle, type YouPorn, Marc Dorcel, hein, est consommée par 30% de femmes, voilà, c'est-à-dire un tiers des femmes consomment cette pornographie faite pour les hommes, pour le plaisir des hommes essentiellement. Bon, d'une manière très variée. Il n'y a pas il faut sortir de cette stupidité de la consommation de la pornographie par les femmes, qui fait que les femmes n'aiment que les scènes douces, voilà, faire l'amour au bord de l'eau, pas trop de scènes crues, etc. C'est complètement faux. Il y a une infinité, d'après des études très sérieuses, de consommation du pornographique par le regard féminin. Hein, bon, d'ailleurs, ça n'a rien de surprenant en soi. Voilà. Donc, quelques images, et vous allez voir, et je finirai par là, et je me tairai dans un petit instant, le dynamitage absolu du porno conventionnel lesbien, généralement fait malgré tout pour les hommes, et une sorte de réponse qui est apportée à cette grande question qui a travaillé beaucoup de réalisatrices femmes et hommes dans le domaine de la pornographie, qui est aussi un domaine d'émancipation, parce qu'au départ la pornographie était un domaine d'émancipation pour les hommes comme pour les femmes dans les années 60-70. Hein. Bon, après c'est devenu le commerce que vous connaissez. Hein. Le mot sexe est le mot le plus tapé tous les jours sur Google. Hein. C'est le mot le plus tapé. Je crois qu'il est tapé plus de 2 milliards de fois par jour, hein, à l'échelle mondiale. Hein. Donc voilà, c'est dire que ça reste quand même quelque chose d'important. Bon. Et du fait,
le sexe, mais qui le pratique, pour qui, avec qui, sous quelle apparence. Bon. Alors, ce que fait ce film, il règle la question, en réalité, il règle la question du porno féminin, qui a été essayé aussi bien par des hommes que par des femmes, même des actrices pornographiques, je pense à Ovidie par exemple, en se demandant que serait le porno féminin idéal. Et donc le travail de Jouvet, justement, dynamite complètement tout ça. Ça fait voler en éclats tout ça. C'est une question qu'on n'a plus à se poser. À vrai dire, ce sont les autres éléments de moi qui m'ont fait comprendre. À force de voir que des blancs autour de moi, j'en avais les autres autour de moi qui me l'ont fait comprendre. Je suis toujours noir. À force de voir que des blancs autour de moi, j'en avais oublié que j'étais. Je suis toujours noir. Ma peau raconte des histoires que je ne connais pas, que je refuse de connaître. Ma peau raconte des histoires que je ne connais pas, que je refuse de connaître. Je me regarde dans un miroir et je ne me vois pas. Au début, je n'aimais que des blonds. Sortir avec un noir était apparenté à un inceste. Un noir venait forcément de ma famille. Ma peau est un fantasme. Ma peau est plus douce, plus chanceuse, moins poilue, plus odorante, plus sèche, plus résistante, moins sensible à la vieillesse, à la pollution, sans rougeur, sans problème de bronzage. Ma peau parle sans mon accord. Mon cheveu est caressé. Mes lèvres, mon nez, mes dents parodiées. Mon sexe imaginé, mon sang plus rythmé. Mes couillons, je suis pas une île. Je suis pas Guada, Madinina, Saga Africa. Je suis picarde. C'est une belle région en France. Je suis plus franco-française que toi. Je chéris la terrine de porc. Je décline le latin, le grec. Maintenant, ma peau va fermer sa gueule. Ou alors, elle va raconter les histoires que je veux, quand je veux. Ça fera la nique à tous ceux qui voient la femme noire à l'extérieur avant celle de l'intérieur. Je me fais une nouvelle peau. Une peau, 2 peaux, 3 peaux. Je sèche et les accroche quelque part. Comme ça, je suis plus apte à sentir la couche dermique que papa et maman m'ont filée. Je repense en rigolant aux copines du collège. Mes copines noires. Celles qui se foutaient de ma gueule en me traitant de bounty. Parce que je savais pas ce que c'était des rajouts. Ces mèches qu'on ajoute pour avoir l'air plus blanche. Mais s'il y a une bounty ici, moi je la mange. Touche pas, comme on dit chez moi. Touche pas, je te dis.
Donc, pour finir, le dernier extrait. Non, quelques mots sans briser l'harmonie très puissante de ce travail, donc documentaire de cette façon, mais qui relève également d'une sorte de mise en scène ici. Donc, quelque chose de très fort à travers le personnage d'Elisa, donc autour des fluides féminins, qui constitue justement dans la pornographie masculine une sorte de point limite, sauf sous certaines conditions. Les femmes fontaines, par exemple, qui en jouissant éjaculent très fortement, les scènes d'ondinisme dans la pornographie, bon, où les personnes s'urinent les unes sur les autres, etc. Là, c'est très intéressant, puisqu'on voit un rapport très fort à deux, voire trois des liquides du corps féminin, le lait, d'une part, qui devient un objet presque rituel d'auto-jouissance, et le sang menstruel, qui lui est une sorte d'interdit, on pourrait dire, de l'image érotique, conventionnelle, considérant qu'il est quelque chose de trop dérangeant. Donc j'analyse pas ces images pour vous, je pense que vous pouvez les analyser vous-même, mais je crois que vous pointerez à quel point ici, dans la perspective d'une définition du féminisme, ce travail-là, ce travail visuel, au fond, est très pertinent, extrêmement pertinent, à montrer que finalement, il y a un féminisme qui se détermine à travers la découverte, donc par la femme elle-même, de ses propres substances, donc des substances, en l'occurrence ici, donc que l'homme ne possède pas, l'homme ne produit pas de lait maternel, l'homme n'a pas ses règles, bien évidemment. Voilà, donc je vous laisse avec cette dernière image avec laquelle nous fermerons ce vidéo forever, donc autour d'un usage des cotons, enfin des tampons ici périodiques pour les règles, qui n'est pas du tout l'usage, même que certains artistes à la mode pour prétendument choquer ont pu en faire, y compris des femmes. Je pense à Johanna Vasconcelos, par exemple, qui a fait plusieurs sculptures avec des centaines de tampax, bien évidemment, mais n'ayant pas servi, si je puis dire. Voilà. Bon, le tampax n'est pas un objet cinématographique majeur dans l'histoire du cinéma, sauf peut-être dans une variante de Dracula, plutôt amusante, où le pauvre Dracula, incapable de trouver des vierges parce qu'il n'y en a plus, on est réduit à manger des tampax qui ont servi. Vous voyez, donc... bon, voilà, je vous laisse avec ces images qui évoquent une sorte de ritualisation du corps, presque un chamanisme, on pourrait dire, donc une sorte de chamanisme à rebours, retrouver une identité profonde à travers ce qui fait aussi le corps féminin, c'est-à-dire ses propres substances spécifiques. Merci à tous. Voilà. Merci à tous. Voilà, merci à tous.